Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Hello. Hello, hello. Salut Poulette. C'est qui? T'inquiète, tu me connais pas, mais moi je te connais. Birkin, bien sûr. Et le titre, mais on ne peut pas vous donner tout, il faudrait toute la chanson. Raccrocher, c'est une horreur. Raccrocher, c'est une horreur. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est évidemment autrement plus terrifiant. À Mazan, depuis près d'une décennie, Gisèle Pellicot était droguée par son mari, qui proposait ensuite de livrer son corps inconscient à de parfaits inconnus. Depuis près d'une décennie, Gisèle Pellicot n'en a rien vu jusqu'à il y a 3 ou 4 ans. Son mari est interpellé parce qu'il filmait sous les jupes de clients d'un supermarché de Carpentras. En perquisitionnant son ordinateur portable, les enquêteurs découvrent un dossier baptisé Abus. Celui-ci contient, écoutez bien, résident de Sud Radio, auditeur de Sud Radio, celui-ci contient pas moins de 20 000 photos et vidéos de sa femme, inerte, agressée par des individus profitant de sa léthargie. Au moins 92 viols ont été dénombrés. Voilà, elle découvre cela dans une salle de commissariat, etc. Voilà, Dominique Pellicot recruté et les candidats sur un site. Eh bien, ce qui est, je dire, intéressant, ce qui est plus qu'intéressant, révélateur, mais de quoi, de quels abîmes? C'était pas des monstres qui arrivaient, hein. Il y a eu des personnes, eh bien, des artisans, des retraités, sapeurs-pompiers, journalistes, chauffeurs-livreurs, gardiens de prison. Certains sont célibataires, d'autres pères de famille. Ils étaient astreints à un protocole strict, se déshabillaient dans la cuisine, se lavaient les mains à l'eau chaude, avoir les ongles propres, tout pour que sa femme ne se réveille pas. Bien sûr, il n'y a aucun soupçon au réveil. En revanche, aucune précaution n'était prise quant aux maladies sexuellement transmissibles. Voilà. Donc, pendant 10 ans, Gisèle Pellicot ne s'est doutée de rien. Elle souffrait de problèmes des gynécologiques, d'absence de mémoire. Son entourage suspectait un début d'Alzheimer. Et puis voilà. Et puis, depuis avant-hier, c'est le procès. Et Gisèle Pellicot n'a pas voulu, au contraire, le huis clos. Elle a dit non, tout doit se savoir. Alors, quand on entend ça, Marie-Estelle Dupont, bonjour. Bonjour André. Bonjour, vous êtes psychologue. On se dit, bon, c'est quoi? C'est un fait divers, mais au-delà de ça, moi je me dis, au-delà de dire qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme qui livre comme ça sa femme en la droguant pendant 10 ans et en appelant des gens, écoutez, venez, voilà, il y a ma femme qui est là, profitez-en, et puis voilà, des gens, allez, j'allais dire comme vous et moi, je ne sais pas si c'est la banalité du mal dont parlait Hannah Arendt, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce qu'on peut expliquer quelque chose là? Oui, alors cette référence à la banalité du mal d'Hannah Arendt, effectivement, elle nous est tous venue à l'esprit parce que c'est le surgissement de la barbarie et de l'horreur dans un entourage insoupçonnable. Donc ça fait bouger nos référentiels, ça fait bouger nos croyances, notre besoin d'être un peu dans le déni que le mal existe pour arriver à vivre au quotidien. Et en réalité, on sait bien que la majorité des viols sont commis dans un entourage proche, en fait, et que très souvent, on connaît l'agresseur. Ouais. Alors, ce qui est stupéfiant, évidemment, là, c'est à la fois la durée des faits sans être dénoncés et l'aspect quantitatif, c'est-à-dire comment se fait-il qu'il y ait autant d'agresseurs sans que jamais un homme, voyant passer l'annonce, ne pense à dénoncer. Alors la défense dit, mais on croyait que c'était du libertinage, qu'elle était consentante, etc., etc. Je pense qu'aucun adulte, à moins d'être débile profond, ne confond une femme consentante et une femme inerte qui n'est pas endormie. Elle était quasiment dans le coma, c'est-à-dire que les doses qui lui étaient administrées à la fois de Temesta, d'antalgiques, d'antihistaminiques, parce qu'on sait que les antihistaminiques, ça rend somnolent, était telle qu'elle n'était pas comme quelqu'un qui dort. Elle était véritablement dans un état très léthargique. Donc, personne ne peut confondre.
Comment c'est et possible? personne n'a réagi. Enfin, personne s'est dit après, mais je suis allé là-bas, mais c'est pas possible, je vois ça, je peux pas rester là. Enfin, c'est étonnant, quoi. Oui, je crois que c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, il y a deux choses qui sont effarantes et qui font que les journalistes ont employé le mot hors norme, mais finalement, attention à hors norme, parce que malheureusement, ce hors norme circule Bien sûr. dans la vie, en fait, potentiellement de tout un chacun. C'est à la fois ce que je disais tout à l'heure, le côté énorme, et puis le côté stupéfiant de cette lâcheté multiple de tous ces gens qui, de près ou de loin, ont vu ou participé et à aucun moment ne se sont mis dans une posture d'être secourables, de se dissocier de ça, de refuser d'être complices. Et que ce soit Hannah Arendt ou d'autres auteurs, beaucoup ont souligné que finalement le mal ne progressait que par le silence des honnêtes gens. Et donc je pense qu'on est tous stupéfaits dans cette histoire par la dimension de lâcheté d'un environnement silencieux, enfin d'hommes silencieux, quand ils arrivent dans la maison et où on leur dit au moindre mouvement de Gisèle, il faudra vous retirer. Là, il n'y a plus aucune confusion possible avec du libertinage et un couple qui pratique le triolisme en étant consentant. Ouais. Voilà. Alors vous me dites comment c'est possible? Bah, ça s'appelle la perversité, hein. C'est pas une énigme, hein. La perversité, elle avance jamais à visage découvert. Bien sûr. Cet homme avait des déviances et des perversités sexuelles multiples. Il était excité par le fait de voir sa femme prise par d'autres hommes. Ça s'appelle le candolisme. Il était somnophile, donc c'est-à-dire que le fait qu'elle soit inerte augmentait son sentiment de toute puissance et de jouissance. C'est-à-dire, plus elle était inerte, plus il sentait de pouvoir. Enfin, il avait le pouvoir sur elle, quoi. C'était ça. Oui, c'est-à-dire, je crois que ce sont des profils, si vous voulez, qu'on ne peut absolument pas comprendre si on essaye de penser les choses à l'aune de la sexualité. Il ne s'agit pas de chercher un plaisir érotique. On est dans le registre de l'emprise. Ouais. C'est-à-dire que ce qui lui procure du plaisir n'est pas l'acte sexuel. Ce qui lui procure du plaisir, c'est le sentiment de toute puissance et de pouvoir faire de sa femme à l'extrême un objet, c'est-à-dire un appât sur les réseaux sociaux, et ensuite, de par son état léthargique, un objet manipulable à l'envie. Et d'ailleurs, quand sa fille, Caroline, tombe sur une des toiles qu'il a peintes en août 2016, au moment où il y a l'interpellation il y a quelques années, elle voit que sur ce tableau où il y a une femme nue, à l'arrière, il a écrit l'emprise. Donc on comprend bien que le référentiel non pervers de la sexualité ne peut pas fonctionner. On est dans le registre du contrôle et de l'emprise. Et alors, justement, Marie-Estelle Dupont, c'est ce sentiment, on se dit, cette femme, elle a servi de déversoir, enfin au sens le plus terrible du terme, pendant 10 ans. Et encore une fois, vous parlez de ça, ce qui est étonnant, c'est la durée. 10 ans. Et on se dit 10 ans, alors effectivement, ça peut arriver, oui, ça se passe dans une maison, c'est le mari qui organise ça, les gens qui sont là ne vont évidemment pas en parler soit parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler, soit parce qu'ils ont trouvé eux-mêmes leur petite satisfaction, soit par honte, soit autre. Mais quand même, 10 ans, c'est fasciné aussi par la longueur de ce qui s'est passé, enfin le temps. Oui, d'autant qu'on se pose la question de se dire, mais comment pendant 10 ans, sur le plan strictement physiologique, cette femme a résisté, en fait, parce que qu'elle ne se réveille jamais, pour qu'elle ne comprenne jamais, il fallait des doses administrées tellement élevées qu'on se demande comment, d'un point de vue vraiment très physiologique, son corps a pu supporter des doses aussi importantes sans qu'à un moment donné il y ait un accident cérébral ou un accident cardiaque. Il y a ça qui stupéfie et puis du coup c'est là qu'on comprend qu'on est bien dans une logique de perversité. Il n'a pas l'excuse de la maladie mentale, cet homme. Il est extrêmement organisé pour se procurer les antalgiques et les médicaments, organisé pour faire venir les hommes, organisé pour maintenir le silence, et puis très organisé dans le contrôle qu'il exerce sur sa femme. C'est-à-dire quand elle va chez le médecin, chez le gynécologue, chez le généraliste en disant j'ai une fatigue chronique, des trous de mémoire, etc. Il est toujours là et il fait ce que tous les pervers font,
Il fait du gaslighting et de l'inversion accusatoire, c'est-à-dire qu'il lui dit franchement, je me demande ce que tu fais de tes après-midi pour avoir des infections sexuellement transmissibles. Et là, on est vraiment dans la perversité. Oui, parce que c'est ça, elle a eu des maladies en plus. Oui, elle a eu des... Oui. Elle a eu des soucis gynécologiques, bien évidemment. Bien sûr. Et donc, il pousse la perversité jusqu'à dire devant le médecin, je me demande ce que tu fais de tes après-midi. Ouais. Alors pour le moment, il est malade, il n'a pas encore pu témoigner, il va en principe témoigner demain ou après-demain. Mais encore une fois, c'est vrai, quand vous dites, c'est pas la question du hors norme, c'est que quelque part, je dirais, la marche fait partie de la page, Marie-Estelle Dupont. Le hors norme fait quelque part, et c'est à la fois intéressant, et préoccupant, fait partie d'une certaine norme. C'est-à-dire que là, on est frappé effectivement par l'ampleur du phénomène, mais la question de la soumission chimique, c'est quelque chose qui par définition passe sous les radars, parce que quand vous êtes drogué dans un cadre festif avec du GHB, dans un cadre familial avec du Temesta, etc., comme c'est arrivé à certaines de mes patientes victimes d'inceste notamment, qui étaient droguées pour qu'il n'y ait pas de souvenirs, Ouais. Par définition, en fait, l'altération de la mémoire fait que vous ne risquez pas de porter plainte. Donc ces viols-là ne rentrent en général pas dans les statistiques. Et là, en fait, si la police n'avait pas poussé le travail au moment d'un délit finalement mineur à côté de cette horreur qui était de filmer sous les jupes des filles, ça aurait pu continuer encore un certain temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle met au jour que la question de la soumission chimique, finalement, c'est pas quelque chose de si rare que ça. Et que on ne soupçonne pas son mari à qui on consent des rapports de peut-être être le prédateur, mais il arrive que dans le cadre familial, effectivement, il y ait ce type de pratique. Et des femmes, il y avait une affaire l'année dernière avec un élu, je crois, qui avait mis de la drogue dans le verre, dans le verre d'une assistante parlementaire. Une assistante parlementaire, oui, tout à fait. La soumission chimique, c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup jusqu'à présent, ou alors dans les boîtes de nuit et les bars avec le GHB. C'est un vrai sujet parce que du coup, la question de la traduction en justice, parce qu'il y a une plainte et parce qu'il y a des preuves, elle pose réellement problème. Puisque si jamais vous vous en souvenez, c'est souvent accidentellement et beaucoup plus tard, Bien sûr. du fait de l'altération de vos fonctions neurologiques. Et alors, aller dater, aller donner des preuves, c'est très compliqué. C'est pour ça que maintenant, il commence à y avoir des centres qui réalisent des prélèvements extrêmement rapides sur les cheveux et dans les urines et qui conservent ces prélèvements si jamais un jour la victime souhaite porter plainte. Merci beaucoup Marie-Estelle Dupont pour ces éclaircissements. C'est vrai que ça laisse pantois, c'est l'abîme. Quand on voit comme ça un abîme, on ne le connaît pas, on est étranger, puis on voit ce qui se passe. Rappelez-nous juste le titre de votre plus récent livre. Être parent en temps de crise, où je parle justement du traumatisme et de la dissociation. Mais c'est vrai que le surgissement de la barbarie, le surgissement brutal de la barbarie génère toujours une résistance avant d'accepter la réalité. Et je crois qu'il faut pas toujours chercher des excuses médicales ou psychiatriques à la réalité du mal. Voilà, le mal existe. Exactement. Et cette affaire nous le rappelle.